On termine cette édition avec Laurent Auvion. Bonjour. Bonjour. Directeur innovation groupe DPLK. Vous êtes aussi le vice-président de l'ADAN qui représente tout cet écosystème des crypto-actifs. Et dans l'actualité des cryptos, vous souhaitiez nous parler des récentes annonces des institutions financières européennes et américaines sur les stablecoins qui deviennent aussi un enjeu de souveraineté. Les stablecoins, oui, qui rentrent un petit peu dans l'actualité. Alors, il se passe énormément de choses en ce moment, mais je trouvais intéressant de faire un focus sur les stablecoins. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, le Genius Act, donc la réglementation américaine sur les cryptos et sur les stablecoins en particulier, est passé. Et ça permet de voir un petit peu quelles sont les différentes approches entre l'Europe et les États-Unis, justement. Allez, juste un petit rappel sur le stablecoin quand même. Alors, les stablecoins, ce sont ce sont des cryptos qui sont adossés à une monnaie, ce qu'on appelle une monnaie fiat, c'est-à-dire le dollar ou l'euro, par exemple. Donc, c'est ce qui permet de vous acheter avec vos euros un équivalent qui s'appelle un stablecoin et qui vous permet d'être ce qu'on appelle on-chain, c'est-à-dire de pouvoir interagir au niveau des blockchains et de pouvoir faire l'acquisition de vos différentes cryptos. Et puis c'est aussi un outil qui permet de se protéger contre la volatilité des différentes cryptos, c'est-à-dire que quand on sent une certaine volatilité plutôt à la baisse, on va basculer ces cryptos en stablecoin, attendre que la tempête passe et puis ensuite réinvestir en essayant de le faire de manière opportune, sinon ça peut faire sensiblement diminuer le capital. Donc ça, c'est le point d'entrée en fait pour tout l'environnement crypto. Alors historiquement, les stablecoins servaient à acheter du Bitcoin, puis de l'Ether, puis en fait l'ensemble des crypto-monnaies. De plus en plus, ça permet d'interagir avec des produits un petit peu plus traditionnels ou ce qu'on appelle les real world assets, c'est-à-dire de la tokenisation d'actifs. C'est ce que font des gens comme Spyco, comme un certain nombre d'acteurs. Et la réglementation MiCA a clarifié. Alors MiCA, c'est en Europe. MiCA, c'est en Europe. La réglementation MiCA en Europe a clarifié l'utilisation, l'émission, la transaction et le principe de conservation des différents stablecoins. Parce que, évidemment, si je transforme 1000 euros en 1000 euros stablecoin, le URC par exemple de Circle ou le Conver de Société Générale Forge, il faut que je m'assure que l'émetteur du stablecoin la réserve pour me les rembourser le jour où je lui demanderai de me les rembourser. Donc tout ça s'organise un peu comme les banques traditionnelles, mais la réglementation MiCA est assez drastique et ne permet pas de faire tout ce qu'on veut sur ces fameux stablecoins. Aux États-Unis, ce sera beaucoup plus permissif. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que... C'est-à-dire, donc c'est avec ce Genius, ce Genius Act, en fait, va permettre aux émetteurs de stablecoins, d'abord, le point le plus important, de générer du rendement. C'est-à-dire qu'en Europe, vous ne pouvez pas générer de rendement directement sur ces stablecoins. C'est-à-dire que on sait comment fonctionnent les banques. Une banque, vous déposez de l'argent, la banque fait fructifier cet argent, et avec cette fructification, elle génère des intérêts pour elle. Ouais. C'est exactement la même chose sur les stablecoins, il n'y a pas de raison de faire différemment. Et donc, les réserves qui sont détenues par les acteurs historiques des stablecoins, évidemment, il y a du dollar, mais il y a aussi des bons du Trésor américain, mais il y a aussi des matières premières, il y a un certain nombre de choses qui permettent d'améliorer un petit peu la performance du stablecoin et pourquoi pas parfois de redistribuer cette performance aux utilisateurs. Ce qui fait qu'on va créer une distorsion de performance entre les deux outils. Et comme historiquement, on était dans un facteur à peu près de 1 à 100 entre les stablecoins émis en dollars et les stablecoins émis en euros, vous êtes aujourd'hui dans un système qui va encore plus favoriser l'émergence des stablecoins dollars. Et d'ailleurs, la Société Générale Forge, la Société Générale, par l'intermédiaire de sa filiale SG Forge, va émettre un stablecoin dollar dans les semaines qui viennent. Et pourquoi ça devient un enjeu de souveraineté ? Parce que c'est une façon pour les États-Unis de financer leurs dettes. Et vous avez énormément de capitaux de personnes en Europe qui transforment leurs euros en stablecoin dollars et qui sont donc investis dans des réserves en dollars aux États-Unis, et vous avez une forme de fuite des capitaux indirecte. Et aujourd'hui, la réglementation européenne ne permet pas de contrer cet effet-là parce que c'est extrêmement contraignant, c'est extrêmement difficile d'émettre des stablecoins de manière conséquente. Et vous avez aujourd'hui, si on prend l'EURC qui est le stablecoin de Circle, le plus grand émetteur, un des grands émetteurs américains, c'est à peu près 200 millions d'équivalents euros qui sont disponibles et qui sont en circulation sur les stablecoins. Si je prends le seul Tether qui est l'USDT, donc le stablecoin dollar de cet émetteur, c'est 155 milliards
de dollars en équivalent. Donc on est vraiment sur un facteur de 1 à 100 entre les deux. Et donc ça posera à terme un problème de souveraineté parce que toutes les transactions se feront par l'intermédiaire du dollar, même si c'est du dollar émis sur la blockchain. Merci beaucoup, Laurent Vion, pour vos éclairages sur ce sujet important, on l'a compris. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission sur l'innovation et cette société numérique qui ne cesse de bouger. On se retrouve très vite sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast. Excellente journée.